Voilà, c'est la suite de la vidéo numéro 1 sur le dénombrement. Après avoir parlé des permutations, des arrangements, on peut parler des combinaisons sans répétition. Toujours, avant de donner la définition globale, on essaie de donner un exemple très simple. Dans cet exemple, on va prendre 4 éléments A, B, C, D de l'alphabet et on va choisir 2 éléments parmi les 4, mais dans ce cas-là, l'ordre n'est pas important. C'est-à-dire AB, c'est la même chose que BA. Donc combien y a-t-il de possibilités de choisir 2 mots, 2 lettres de l'alphabet parmi ces 4? Donc on peut donner AB, donc là on a marqué tout simplement le résultat sous forme d'un ensemble, parce que, pour montrer que l'ordre n'est pas important, je peux prendre AC, AD, BC, BD et CD. Voilà. Donc il y a tout simplement ce 6 résultats, ou bien 6 façons de choisir 2 lettres parmi ces 4 lettres. Maintenant, on essaie de donner la définition générale qui consiste à dire une combinaison de P éléments parmi N. Bien sûr, il faut toujours noter que petit p il est inférieur ou égal à petit n. Donc ce sont des dispositions non ordonnées, comme je viens de le citer, c'est-à-dire AB, ce n'est pas la même chose que BA. Alors pour donner l'ordre, tout simplement pour donner le nombre de combinaisons possibles, ça va être C, c'est comme combinaison, et on va choisir P parmi N. Donc, je vais vous donner dans la diapo suivante la formule générale qui va vous permettre de calculer le nombre de combinaisons possibles. Maintenant, on tient de faire une petite remarque pour faire la différence entre arrangement et combinaison. Parce que dans arrangement, on choisit P éléments parmi N, dans combinaison, on choisit N. On choisit là aussi P parmi N. Seulement, dans les arrangements, l'ordre est important, et dans les combinaisons, l'ordre n'est pas important. Maintenant, je termine ma définition précédente pour donner le nombre de combinaisons possibles de choisir petit p éléments parmi petit n. C'est C comme combinaison, P parmi N, ça vous donne factoriel N divisé par N moins P factoriel P. Là aussi, donc si vous regardez cette formule, on peut ajouter égal à grand A petit p sur n, c'est-à-dire le nombre d'arrangements de p parmi n divisé par factoriel p, parce que là, on élimine toutes les répétitions, c'est-à-dire les cas possibles qui vont se répéter. Voilà, donc là, ce que je viens de dire, il est écrit juste en bas. Au lieu d'écrire le nombre de combinaisons possibles en fonction de l'arrangement, on écrit l'arrangement en fonction de combinaisons possibles. Vous avez quelques propriétés concernant les combinaisons. Combinaison de choisir 0 parmi n, c'est tout simplement la même chose que combinaison de choisir n parmi n, et c'est égal à 1. Donc là, il suffit d'écrire la définition. Alors, vous avez aussi le nombre de combinaisons possibles de choisir petit j parmi n plus 1. C'est la même chose que le nombre de combinaisons de choisir j moins 1 parmi n, plus le nombre de combinaisons possibles de choisir j parmi n. Pour ça, il suffit tout simplement de voir, parce que là je ne l'ai pas donné, mais normalement il y a un triangle, ce qu'on appelle le triangle de Pascal, qui permettra
de nous donner rapidement cette deuxième propriété. La troisième propriété, c'est une propriété fondamentale très intéressante, c'est ce qu'on appelle la formule du binôme. Donc si vous avez a plus b à la puissance n, c'est exactement la somme de k de 0 à petit n, le nombre de combinaisons possibles de prendre k parmi n, a à la puissance k, b à la puissance n moins k. Donc ça, c'est une formule très générale et qui est très utilisée dans les formules classiques quand on a a plus b au carré, a plus b à la puissance 3, etc. Maintenant, j'ai terminé avec ça, mais on peut compléter tout simplement, si vous voulez, dans les TD, qui seront donnés par un enseignant qui s'appelle Kiwash Idriss. On peut compléter ce que je viens de vous donner par des arrangements avec répétition, des permutations avec répétition, et puis les combinaisons avec répétition. Maintenant, une fois que j'ai terminé avec l'analyse combinatoire, ou ce qu'on appelle souvent le dénombrement, je peux vous donner quelques rappels pratiques, ou bien c'est ce qu'on appelle la théorie sommaire des ensembles sur les ensembles, parce qu'on sait très bien que on va utiliser souvent les ensembles dans le calcul des probabilités, mais seulement on ne va pas les appeler ensemble, on va les appeler des événements. Là aussi, j'introduis le mot événement, mais c'est dans le chapitre 1 que je vais vous donner exactement un événement. Donc, comme je viens de le dire, on va parler de quelques propriétés concernant les ensembles. Un ensemble, par définition, c'est une collection d'objets appelés éléments. C'est-à-dire, vous avez un ensemble. Un ensemble, c'est quelque chose qui contient pas mal d'éléments ou bien des individus. Vous avez souvent l'ensemble vide. Cet ensemble vide, il est partout. Il ne contient aucun élément. On va noter un ensemble parce que dans la théorie des ensembles, quand vous travaillez avec les ensembles, l'ensemble de référence toujours c'est noté E. Par contre, quand on va aborder le cas des probabilités, cet ensemble, on va le noter oméga. Un ensemble est un sous-ensemble de oméga, c'est-à-dire on peut parler d'une partie de oméga, cette partie de oméga c'est A, c'est un sous-ensemble ou bien un ensemble si, et seulement si, bien sûr, tous les éléments de A sont éléments de oméga. C'est-à-dire le A, il est inclus dans oméga. On dit aussi que A est une partie de oméga. L'ensemble des parties de oméga est noté P de oméga, c'est-à-dire si vous avez oméga, un ensemble qui contient un certain nombre fini d'éléments, on peut parler de l'ensemble des parties. Et pour simplifier cette définition de l'ensemble des parties, j'ai donné un exemple très simple, c'est-à-dire supposons que vous avez un ensemble de référence oméga qui contient 3 éléments, ABC, ou bien on peut mettre 1, 2, 3, n'importe quelle appellation. Et si je veux former l'ensemble des parties de oméga, c'est un ensemble qui va contenir tout simplement l'ensemble global qui est oméga, ABC. Il va contenir tous les couples, c'est-à-dire AB, AC, BC. Il va contenir l'ensemble vide et il va contenir les singletons. Donc si vous comptez le nombre d'éléments qui se trouvent dans P de oméga, vous avez 8 éléments.
Donc on peut mettre entre parenthèses que le cardinal de oméga est égal à 3, alors que le cardinal de P de oméga, c'est égal à 2 à la puissance 3, qui est égal à 8. Et on sait très bien que le cardinal d'un ensemble, c'est tout simplement le nombre d'éléments qui se trouvent dans oméga. Donc ça, c'est tout simplement la définition générale de l'ensemble de référence d'un sous-ensemble. Le cardinal d'oméga est l'ensemble des parties. Il y a ce qu'on appelle l'appartenance, c'est-à-dire souvent on dit appartient, n'appartient pas, etc. Donc x, pour dire que x est un élément de A, il suffit d'écrire que x appartient avec le symbole appartient. Si x ne se trouve pas à l'intérieur de A, on note x n'appartient pas à A. Il y a l'inclusion, c'est-à-dire lorsqu'on compare deux parties A et B, on dit que A est inclus dans B si et seulement si tous les éléments de A se trouvent dans B. Le contraire, c'est A n'est pas inclus dans B. Et A n'est pas inclus dans B, ça veut dire qu'il existe au moins un élément qui se trouve dans A et qui ne se trouve pas dans B. Maintenant, on peut parler du complémentaire. Le complémentaire, on le note souvent par A bar, ou bien c'est le contraire, ou bien on peut le noter par A indice C. Le complémentaire, c'est l'ensemble des éléments de oméga qui ne sont pas dans A. C'est-à-dire, ce sont tous les éléments de oméga qui se trouvent à l'extérieur de grand A. Après, il y a les opérations. Les opérations sont l'union, donc c'est-à-dire A union B. C'est tout simplement lorsque vous avez deux ensembles A et B et vous écrivez A union B, c'est l'ensemble qui contient les éléments de A et les éléments de B. Voilà. Maintenant, l'intersection entre deux ensembles A et B, ce sont les éléments qui se trouvent en même temps dans A et dans B. C'est-à-dire, ils appartiennent en même temps à A et B. On peut donner quelques remarques simples sur les opérations. C'est-à-dire A union A, c'est exactement grand A. A union l'ensemble vide, c'est A parce que l'ensemble vide ne contient aucun élément. C'est-à-dire on conserve seulement les éléments de grand A. Si A est une partie de B, alors A union B, c'est égal à B. Parce que les éléments de A sont déjà à l'intérieur de B. Ça, ce qui concerne l'union. Après, vous avez à côté l'intersection. A inter A, c'est A. A inter B, A inter l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide, parce que les éléments qui se trouvent dans A et qui se trouvent dans l'ensemble vide, il n'y en a pas, c'est tout simplement l'ensemble vide. Si A est une partie de B, alors A inter B, c'est exactement les éléments qui se trouvent dans A. Et c'est égal à A. Voilà quelques remarques. Après, maintenant, il y a une définition qui est souvent utilisée, c'est ce qu'on appelle deux ensembles ou deux parties disjointes. Deux ensembles, on dit que deux ensembles A et B sont disjoints, si et seulement si leur intersection est vide. C'est-à-dire l'intersection entre A et B ne contiennent aucun élément. C'est l'ensemble vide. Ça, c'est définition ensembliste. On verra par la suite, quand je vais parler des probabilités, au lieu de dire que A inter B
et l'ensemble vide, c'est-à-dire que A et B sont disjoints. Et au moment où on va parler des événements, on va dire qu'ils sont incompatibles ou bien mutuellement exclusifs. Il y a une autre opération qu'on utilise entre les ensembles, c'est A moins B. Donc j'ai noté tout simplement A anti-slash B. Mais A anti-slash B, on peut l'écrire A moins B, et c'est une différence ensembliste. C'est exactement A inter, le complémentaire de B. C'est-à-dire A moins B, c'est seulement les éléments qui se trouvent dans A et qui ne sont pas dans B. Maintenant, si je prends deux ensembles E, grand E et grand F, une application de E dans F est une correspondance qui, au élément, chaque élément de E fait correspondre à un élément Y de F. Donc là, c'est la définition d'une application tout simplement. Et je ne vais pas entrer dans les détails des applications parce que je pense que vous avez déjà étudié les applications et les fonctions en S1, S2. Maintenant, les propriétés concernant les opérations, donc là, si vous avez A union B, c'est exactement B union A, c'est la commutativité de l'union, c'est-à-dire on dit que l'opération union est commutative. A inter B, c'est la même chose que B inter A, c'est-à-dire l'intersection est commutative. Il y a aussi A union entre parenthèses B inter C, donc là, c'est-à-dire quand on a trois ensembles et on essaye de combiner l'union et l'intersection, on a A union B inter A union C, c'est-à-dire c'est tout simplement ce qu'on appelle la distributivité de l'union par rapport à l'intersection. On peut faire aussi A inter B union C, ce qui nous donne le résultat A inter B union A inter C, c'est ce qu'on appelle la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. Après, vous avez deux propriétés très intéressantes qui sont très utilisées dans le calcul des probabilités, c'est A inter B complémentaire, c'est-à-dire le tout bar, c'est égal à A bar, c'est-à-dire le complémentaire de A, union B bar, le complémentaire de B. Donc ça, c'est une loi, ce qu'on appelle la loi de Morgan. Après, vous avez, au lieu de travailler avec l'intersection, on peut utiliser l'union et A union B bar. C'est A bar inter B bar, là aussi c'est une loi de Morgan. Voilà, parce qu'on verra dans la suite, c'est-à-dire quand on va utiliser les probabilités, le calcul des probabilités, il arrive parfois qu'on a déjà calculé la probabilité d'un événement A et on veut calculer la probabilité du contraire, A bar. Donc ça va être très simple pour trouver la probabilité de A bar à partir de la probabilité de A. Maintenant, il y a une notion de cardinal. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du cardinal quand j'avais parlé de l'ensemble des parties de oméga, en vous disant que, par exemple, dans l'exemple précédent, puisque oméga est égal à 3 éléments, le cardinal de oméga est égal à 3, le cardinal de P de oméga est égal à 2 à la puissance 3 qui est égal à 8. Donc maintenant, le cardinal, c'est tout simplement l'ensemble, le nombre d'éléments qui se trouvent dans A. Quelques propriétés concernant le cardinal, c'est que le cardinal de A bar, c'est égal au cardinal de oméga moins le cardinal de A, c'est-à-dire le cardinal des éléments qui ne se trouvent pas dans A, c'est tout simplement le nombre des éléments qui se trouvent dans le complémentaire. Le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de l'intersection. Le cardinal de A moins B, c'est égal au cardinal de A moins le cardinal de l'intersection. Et le cardinal de l'ensemble vide, c'est égal à 0. Et ça, c'est évident parce que l'ensemble vide ne contient aucun élément. Donc le nombre est égal exactement à 0. Voilà ce qui concerne quelques propriétés concernant le cardinal.
Voilà, donc maintenant, je viens de terminer tout simplement la deuxième vidéo, si vous voulez, ou bien la suite de la vidéo numéro 1 concernant l'introduction et le dénombrement. Donc j'espère qu'en TD, on va vous donner des exemples très simples afin de mieux comprendre tout ce que je viens de vous donner avec des définitions et des propriétés. Et je tiens à vous dire que j'ai utilisé dans cette partie, ce que j'ai appelé chapitre 0, des exemples très simples pour mieux comprendre le dénombrement, parce que parfois c'est la base, parce que quand on a un phénomène, on essaye d'étudier un phénomène aléatoire et pour lequel on va essayer de calculer la probabilité de quelque chose, on est obligé de chercher le nombre des résultats possibles, et pour trouver la bonne réponse, c'est-à-dire la probabilité exacte, il faut bien trouver le nombre exact de résultats. Si jamais on se trompe dans la démarche, c'est-à-dire le résultat va être complètement faux. Voilà, donc là, je termine cette deuxième vidéo avec ses propriétés, et dans la prochaine vidéo, on va parler du chapitre 1, calcul des probabilités.